région Sud vous présente Planète Locale. Planète Locale comme tous les lundis soirs sur l'antenne de BFM d'ici. Vous êtes au bon endroit pour savoir tout ce qu'il se passe dans nos deux magnifiques départements. Ils sont magnifiques nos départements et il y a des passionnés avec nous ce soir, vous le connaissez, c'est Paul Marquis. Bonsoir Paul. Bonsoir Valentin. Expert météo qui tient notamment une rubrique et un site sur internet, ça s'appelle Météo Alpes-du-Rance et on y a régulièrement accès, on s'en sert régulièrement en vous citant parce qu'il y a toujours les températures et il y a toujours de bonnes infos. Et notamment, vous êtes revenu il y a quelques jours Paul, sur des poussières désertiques dans les Alpes du Sud. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors en fait, vous l'aurez sans doute constaté la semaine dernière, donc le ciel était souvent teinté en orange-gris, avec parfois des dépôts sableux sur nos voitures. Mais à quoi est dû alors ce phénomène ? Alors en fait, lorsqu'une dépression passe près du Maghreb, en fait, cette dernière va venir soulever une grande quantité de poussières désertiques portées par le sirocco. Donc ces poussières ont parcouru parfois plusieurs milliers de kilomètres pour arriver jusqu'en France et jusqu'en Europe. Et donc ainsi, il peut y avoir parfois des dépôts de poussière, aussi bien par temps sec que par temps humide, en fonction des conditions atmosphériques. C'est pour ça que parfois, pour ceux qui skient notamment en ce moment, on a des dépôts sableux sur la neige qui se teintent en orange ou marron, avec un aspect un peu étrange. Et quelles sont les conséquences pour les Alpes du Sud ? Alors en fait, en étudiant le phénomène de plus près, on s'est aperçu que le manteau neigeux en fait être modifié par ce sable du Sahara qui va s'incruster dans la neige. Et donc en fait, le sable du Sahara va venir s'incruster dans le manteau neigeux. Et donc la neige va perdre un peu de son effet d'albédo naturel. C'est en fait l'albédo. En fait, c'est l'effet qui fait que la neige renvoie la lumière du soleil. Et donc en étant colorée en marron, elle va moins renvoyer de lumière. Et donc elle va tendance à fondre plus rapidement. Et donc c'est pour ça que la fonte sera plus rapide, d'environ 10 à 20 jours à la fin de la saison. Et il y a d'autres effets ? Alors oui, donc il y a des effets qui sont bien moins connus par le grand public, notamment en fait le sable a modifié les prévisions météo, c'est-à-dire que des fois, quand on a du sable du Sahara dans l'atmosphère, les nuages vont venir se former plus facilement dans les nuages, en fait dans le ciel, que s'il n'y a pas de sable. C'est-à-dire que la semaine dernière, il aurait dû faire beau s'il n'y a pas de sable, mais il a fait moche, enfin il a fait assez gris sur le département. Et ensuite, l'aspect le moins connu de cela, en fait, c'est que le sable, c'est un véritable fertilisant pour les océans et pour la nature, avec beaucoup de nutriments portés par ce sable. Notamment, il faut savoir que la forêt amazonienne, en fait, elle est aussi luxuriante. C'est grâce aux alizés qui vont venir transporter le sable de l'Afrique jusqu'à l'Amazonie. Et donc, ça va venir en fait polliniser un peu l'Amazonie qui va être très luxuriante grâce à ce sable du Sahara. Donc c'est pour ça qu'en fait, sur Terre, tout est lié, même sur de longues distances. Mais c'est pas mal ça, peut-être pour les plantations. Est-ce que ça veut dire qu'avec ce sable, on pourra avoir de plus beaux légumes, plus beaux fruits ? Alors, il faut vraiment des quantités très importantes. L'Amazonie, voilà, c'est parfois jusqu'à 22 000 tonnes de sable par an. Chez nous, c'est peut-être même pas un dixième. Donc, vraiment de très grandes quantités. Loin, Mais en tout cas, ça participe à la biodiversité naturelle de la Terre, en fait, tout simplement. Tout a un rôle sur la Terre. Même le moustique sert à quelque chose. Donc, c'est vrai que tout a une utilité sur la Terre. Le moustique sert à quelque chose. Ah oui, tout à fait. Alors, oui. Ça, c'est une info. Oui. Paul Marquis, hier, c'était le printemps. Oui. Ça a officiellement commencé. Vous l'avez dit, répété, Météo France l'a confirmé aussi. On a traversé l'un des hivers les plus secs de ces 30 dernières années. On a eu plus sec quand même par le passé. Ouais. Alors non, effectivement, en termes de manteau neigeux, donc c'est le plus faible jamais relevé à la fin de l'hiver depuis qu'on fait des relevés météo depuis 1959. Donc on n'a jamais eu aussi peu de neige sur notre département donc depuis que le relevé existe. Donc c'est vraiment notable. On a très très peu de réserves de neige. Donc c'est-à-dire que le barrage Chaponçon pour ne pas se remplir au printemps, l'été. Donc ça, c'est surveillé de près. Mais c'est vrai que le printemps, l'été, en tout cas l'hiver, a été très sec. Ouais. On a eu une perturbation le 8-9 janvier. Une autre le 14 février et puis début mars, mais c'est vrai qu'en termes de quantité, on est quasiment 70-80% sous le de saison en fait, si vous voulez. Et alors les prévisions pour le printemps ? Sec aussi ce printemps ? Ah oui, c'est vrai que pour l'instant, donc, les modèles saisonniers ne sont pas trompés pour l'hiver. Pour l'instant, c'est plutôt fiable pour la suite du printemps. C'est-à-dire qu'on aurait un printemps plutôt sec, plutôt doux, donc entre 0,5 et 1 degré plus que la moyenne de saison. Et en termes de quantité de pluie, on aurait entre moins 40 et moins 50%, donc un déficit assez important. Donc c'est vrai que le fait qu'il y ait moins de neige, moins de précipitations, donc ça va faire un cocktail malheureusement pas forcément souhaitable pour nous, tout ce qui est nature, etc. Donc il y a des chances que l'été soit sec, avec des problèmes d'incendie, de sécheresse, donc c'est vrai qu'il faut vraiment qu'il pleuve au printemps. Donc là il reste peut-être 2 mois, avril-mai, et après ce sera trop tard, quoi. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent et qui sont impatients de planter dans les jardins, il faut attendre des seins de glace. Il va y encore y avoir des gelées quand même pour avril, ouais. Même dès demain, donc à partir de mardi, donc les gelées reviennent sur les Alpes du Sud. Donc dès demain on aura à peu près entre moins 6 et moins 2 degrés en vallée. Ah oui. Donc on aura du gel
gel qui va être fréquent jusqu'à vendredi. Donc c'est vrai que là, pour le planter, c'est trop tôt. Et effectivement, souvent, il peut geler tardivement dans la saison. L'an dernier, début avril, le 8 avril, on a eu jusqu'à moins 10 degrés sur Tallard, donc c'est quand même très important. Donc c'est vrai qu'avant mi-avril, c'est compliqué de planter parce qu'il y a des risques de gel parfois marqués, comme l'an dernier. Donc il vaut mieux attendre et pas être impatient parce qu'on risque de perdre tout ce qu'on a planté, quoi. Et Paul Marquis, vous qui vous intéressez au ciel, le printemps c'est aussi le retour des allergies, Oui. notamment du pollen. Quand il fait chaud, que c'est sec, ça entraîne plus d'allergies et plus de peut-être de pollen qui se déplace dans l'air. Effectivement, c'est vrai que c'est une conséquence directe du changement climatique. On a des hivers qui sont de plus en plus doux. Donc, il y a douceur, on a du coup des pollens qui se forment plus précocement qu'avant, parfois avec 3 semaines, 1 mois d'avance. Donc là, en ce moment, on a les cupressacées. Donc, c'est les pollens de cyprès, de séquoia. Donc, c'est des pollens dont les gens sont très allergiques. Donc, c'est vrai que souvent, ici, avant, c'était plutôt fin février, début mars. Là, des fois, ça arrive dès début février. Donc, c'est quand même très tôt pour la saison. Et après, on aura les graminées qui vont arriver fin mars, début avril. Mais c'est vrai que le fait qu'il fasse de plus en plus chaud, de plus en plus sec, avec le vent, c'est parti forcément à le fait que les pollens s'envolent. Et donc, ça vient contaminer tous les gens allergiques comme moi, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que les mouchoirs, en ce moment, sont de rigueur quand on sort dehors. Ouais. Et Paul Marquis, sans revenir sur tous les événements et tous les séismes de ces dernières années, on souhaitait terminer cette rubrique avec vous sur le séisme du week-end. Alors, pour ceux qui vivent à Villeneuve, à La Brianne ou encore à Oraison et même sur une partie de Manosque, ils l'ont ressenti très fortement. C'était vendredi soir. Vers 22h24 avec 2,6 sur l'échelle de Richter. Et en fouillant un petit peu, on s'est rendu compte que à Villeneuve et à La Brianne, il y avait eu d'autres séismes par le passé. Notre territoire, est-ce que c'est une terre à tremblement de terre? Bien sûr, c'est pour ça qu'il y avait des montagnes, donc les montagnes sont liées au séisme, donc forcément c'est une terre de séisme. On a vu notamment, ceux qui s'en souviennent, en 2014, le 8 avril, un magnitude 5, donc très très important, entre Châteauroux-les-Alpes et Embrun, donc vraiment une magnitude très très forte. Donc les gens étaient sortis dans la rue pendant plusieurs jours, on avait pas mal de répliques, donc c'est vrai que c'était assez puissant. On a eu aussi en décembre, je crois bien dans le 16 novembre, on a eu une magnitude de 2,1 entre Gap et la ville d'Avance, et pas plus tard que le 6 mars, on a eu sur la Roche de Rame, une magnitude 2,4. Donc encore une fois, c'est vrai que ça bouge beaucoup, c'est normal, c'est la Terre a toujours bougé. Donc c'est vrai qu'en fait ça bouge, ça se déplace. Et parfois il y a des effets plus importants que d'autres. Quand les plaques sont plus en tension, ça crée forcément plus de tremblements de terre. Mais il y en a toujours, donc c'est pas forcément inquiétant. Et c'est vrai que la Terre aussi, c'est vrai que ces habitudes sont vraiment une terre de séisme en fait. C'est vrai qu'il y en a beaucoup plus ici qu'en Bretagne. Plus en montagne que oui, bien sûr. Ouais. Il y en a beaucoup plus ici qu'en Bretagne ou que dans le sud-ouest. Tant qu'il y a des montagnes, il y aura forcément des séismes en fait. C'est tout à fait normal. Mais les gens des fois l'oublient un peu trop souvent. Ouais. Donc c'est vrai que vendredi soir, c'était un petit séisme qui n'a pas été ressenti à Gap parce que c'est beaucoup trop loin. Mais je vois que vous l'avez ressenti personnellement, je crois. Bah oui, donc parce que dans les Alpes de Haute-Provence, pour y vivre, c'est vrai que ça a été très impressionnant. Et alors, il y a vraiment certains secteurs. C'est quand on regarde RENAS ou France Séisme, on se rend compte que les épicentres sont souvent en Dubaï, dans le Kéra, aussi, vous l'avez dit, le secteur de l'Avance qui est touché, ou aussi pas loin de Valençol-Castellane. Pourquoi ces endroits précis? En fait, justement, c'est les failles, suivant leur position et suivant leur mise en friction. C'est-à-dire que les failles, en fait, elles bougent constamment. Il y en a une qui passe une sous l'autre et quand les failles s'y suivent, en fait, ça, c'est un moment de friction. Donc, forcément, suivant leur position, il y aura des tremblements de terre plus fréquemment que d'autres à d'autres endroits. Donc, ça dépend totalement de la physique des failles, quoi, si on veut. Et est-ce qu'on peut s'attendre, ce sera ma dernière question, un jour à un très gros séisme? Alors oui, bien sûr, notamment le plus fort séisme jamais enregistré en France, c'était à Lambesque en 1909, on a eu 6,2. Donc c'est vrai qu'on peut avoir un tremblement de terre majeur en France, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc ça peut taper pas n'importe où, mais en tout cas, la région est soumise à ça. Donc il y a des risques qu'un jour on ait un magnitude 5 ou 6, demain ou dans 10 ans, ça on ne peut pas le savoir à l'avance. Ouais. Bon, on espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts ce jour-là. Merci beaucoup Paul Marquis, l'œil de l'expert, d'avoir été notre invité ce soir dans Planète Locale. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur BFM d'ici. C'était Planète Locale avec la région Sud.